En grandissant, ma vie était remplie des sons des disques préférés de mon père jouant en arrière-plan pendant que ma mère travaillait sans relâche pour faire fonctionner notre foyer. Mon père, ouvrier d'usine, m'a inculqué une forte éthique de travail, tandis que la résilience de ma mère m'a appris l'importance de la détermination. La vie dans notre petite ville semblait souvent monotone, mais j'ai trouvé des moyens de rester curieux et optimiste, imaginant toujours un avenir qui s'étendait au-delà des limites de mon enfance. J'étais particulièrement proche de ma sœur aînée qui me glissait des romans et des magazines qu'elle avait cachés de nos parents stricts. Ces moments volés à lire sur des lieux lointains et des aventures palpitantes ont planté les premières graines de l'ambition en moi. Même si ma famille encourageait des aspirations modestes, je rêvais en silence d'une vie remplie de succès et d'indépendance. Un été décisif, à 14 ans, j'ai fait du bénévolat dans une bibliothèque locale, un emploi qui a ouvert mon monde à de nouvelles idées et à de nouvelles personnes. C'est ici que j'ai rencontré pour la première fois des histoires de femmes influentes dans le monde des affaires. L'idée de tracer mon propre chemin, tout comme ces femmes l'avaient fait, est restée avec moi alors que je naviguais dans les années qui ont suivi. Mon parcours n'a pas été sans difficulté. À 16 ans, mon père a subi une grave blessure qui l'a laissé incapable de travailler, obligeant ma mère à prendre plusieurs emplois. Observer leur lutte a alimenté ma détermination à réussir, non seulement pour moi, mais pour la famille qui avait tant sacrifié pour moi. Cette période a façonné ma compréhension de la responsabilité et de la résilience de manière à me guider plus tard dans la vie. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'étais prête à me libérer des contraintes de la vie en petite ville. J'ai postulé à plusieurs universités loin de chez moi, sachant que l'éducation était mon ticket pour un avenir meilleur. Lorsque j'ai été accepté dans un programme de commerce dans un collège réputé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné une chance de réécrire mon histoire. Alors que je me préparais à partir pour l'université, ma mère m'a remis une petite note manuscrite qui disait « N'oublie jamais d'où tu viens, mais vise toujours où tu veux aller ». Ces mots sont restés avec moi alors que j'entrais dans le prochain chapitre de ma vie, emportant les leçons de mon éducation vers un avenir que j'étais déterminé à façonner selon mes propres termes. À 37 ans, j'avais enfin l'impression que les pièces de ma vie s'étaient assemblées, bien que le chemin jusqu'à ce point ait été loin d'être simple. Pendant le lycée, je réussissais bien sur le plan académique et bien que je ne sois pas conventionnellement magnifique, je n'étais pas non plus peu attirante. Étrangement, au lieu de craindre les effets du vieillissement, j'ai constaté que mon apparence semblait s'améliorer avec le temps. En y réfléchissant maintenant, je ressens une immense gratitude pour mon parcours. À l'époque, à 37 ans, j'avais du mal à apprécier pleinement la joie que j'avais tant travaillé pour atteindre. Je m'appelle Emily Jones et j'étais la plus jeune de 3 enfants d'une famille vivant juste à l'extérieur de Buffalo, New York. Au moment où j'ai atteint l'âge adulte, mes frères et sœurs aînés étaient déjà installés avec des familles, me laissant libre du fardeau d'étendre notre lignée familiale. Être né tard dans la vie de mes parents signifiait que j'étais choyé, et il faut l'admettre, un peu gâté. Malgré cela, j'ai choisi un chemin pratique et j'ai poursuivi un diplôme en administration des affaires, naviguant discrètement à travers les défis de la vie universitaire. J'ai choisi d'étudier l'administration des affaires à l'université et j'ai eu quelques relations, mais je n'étais pas du genre à faire la fête de manière excessive. J'étais une étudiante plutôt typique. Je pensais avoir trouvé l'amour une fois, mais cette relation s'est terminée lorsque mon petit ami m'a trompé, me laissant le cœur brisé et désillusionné. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé à Seattle, déterminé à repartir à zéro et à reconstruire. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de taille moyenne et je me suis rapidement immergé dans le travail. Mon talent naturel pour les affaires n'est pas passé inaperçu et, avant longtemps, j'avais gagné la confiance et l'admiration de mes superviseurs. À la mi-vingtaine, je suis devenu un membre indispensable de l'équipe du PDG, non pas grâce à des relations, mais par une détermination et un travail acharné. Ma carrière a prospéré, mais ma vie personnelle est restée protégée. Des cœurs brisés passés m'ont rendu méfiant à l'idée de laisser les gens entrer. À 30 ans, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque le PDG est décédé subitement. Malgré ma jeunesse, le conseil d'administration m'a nommé comme son successeur. La responsabilité était écrasante, mais j'avais une équipe incroyable et j'étais déterminé à faire avancer l'entreprise. Sous ma direction, l'entreprise a prospéré et a connu une croissance significative. Après 6 ans, l'entreprise a été vendue à une plus grande société et j'ai géré la transition assurant non seulement la stabilité financière, mais aussi une retraite anticipée. À 37 ans, j'étais riche et financièrement indépendant, mais ma vie personnelle était presque inexistante. Au fil des ans, j'avais eu quelques relations, y compris une avec un homme beaucoup plus jeune que moi, mais elles n'avaient jamais duré. Ma famille, toujours à New York, me voyait comme le parent lointain et aisé qui venait rarement rendre visite. La distance croissante entre nous m'a poussé à réévaluer mes priorités. M'éloigner du travail m'a permis de réfléchir et de trouver un certain éclaircissement. Avec mon nouveau temps libre et mes ressources financières, j'ai commencé à explorer des moyens d'avoir un impact significatif. En discutant des options avec mon conseiller financier,
il a suggéré la philanthropie comme moyen de canaliser mes ressources vers quelque chose de gratifiant. Quelle cause me recommanderiez-vous? Ai-je demandé. Il a énuméré quelques idées, mais c'est la paléontologie qui a retenu mon attention. Une passion née dans mon enfance en regardant Jurassic Park. J'ai décidé d'investir dans la recherche et les expéditions fossiles, voyant cela comme un moyen de contribuer à un domaine que j'avais toujours trouvé fascinant. Bientôt, j'ai établi un contact avec le département de paléontologie d'une petite université du Midwest. Lorsque leur demande de subvention a demandé si je voulais m'impliquer dans les projets que je finançais, j'ai accepté sans hésitation. Ce choix simple a changé le cours de ma vie. Peu après mon don, j'ai reçu une invitation du professeur Stephen Brown, le chef de département, pour visiter leur installation de recherche. J'ai accepté et fait le voyage pour voir leur travail de mes propres yeux. Cette visite est devenue un tournant pour moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sens du but qui allait au-delà de ma richesse et de mes réalisations professionnelles. Soutenir leurs recherches et même participer à certains de leurs projets a ravivé un sentiment de joie et d'épanouissement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre profondément gratifiant dans ma vie. Les gens ne deviennent pas scientifiques simplement en suivant des cours. Une passion authentique pour la découverte et l'exploration en dehors de la salle de classe est essentielle. Après l'âge de 12 ans, les écoles offrent généralement seulement les fondamentaux, ce qui était insuffisant pour éveiller mon intérêt plus profond pour la science. Mon père, un concessionnaire automobile, était un lecteur avide avec une soif de connaissances sur la science dans le monde, tandis que ma mère, enseignante de mathématiques, favorisait un amour de l'apprentissage et de la curiosité dans notre foyer. Notre maison possédait une vaste bibliothèque où j'ai passé d'innombrables heures plongées dans des livres sur la biologie, un sujet qui me captivait. Mon frère aîné s'est orienté vers des domaines techniques et est finalement devenu ingénieur, mais j'étais attiré par la science, ce qui m'a conduit à poursuivre une carrière de biologiste. Je suis Stephen Brown. Au lycée, j'ai réussi à équilibrer mes études avec la natation compétitive, atteignant un classement national de 10e aux 400 mètres 4 nages dans ma catégorie d'âge. Bien qu'il soit devenu clair que je n'atteindrais pas la gloire olympique, la natation m'a valu une bourse pour une université prestigieuse. Là, je me suis concentré sur des études prémédicales et j'ai excellé en anatomie, chimie et physiologie. Au départ, j'aspirais à devenir chirurgien et ma fascination pour l'anatomie a renforcé cet objectif. Mon entraîneur de natation, reconnaissant mon potentiel, m'a aidé à perfectionner mes compétences en tant que nageur de dos. Il a même suggéré que je pourrais servir de réserve pour l'équipe nationale en intervenant lors de compétitions de haut niveau comme les championnats du monde. Cependant, l'idée d'être un remplaçant ne m'attirait pas et j'ai finalement quitté la natation compétitive pour me concentrer entièrement sur mes études. En approfondissant mes recherches, j'ai réalisé que la chirurgie n'était pas ma véritable vocation. Je suis devenu de plus en plus intrigué par la biologie et j'ai découvert la paléontologie, un domaine qui combinait histoire, humour et science. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de poursuivre un doctorat en paléontologie dans une autre université. Mon entraîneur était déçu, qualifiant mon départ de la natation de perte de talent. Malgré son désaccord, j'ai trouvé la paléontologie beaucoup plus gratifiante que d'être un nageur remplaçant. Mon passage à la paléontologie a coïncidé avec une vague de découvertes révolutionnaires. Des fossiles déterrés lors de constructions et d'études géologiques ont offert de nouvelles perspectives sur le passé de la Terre. Une expédition remarquable dans l'Arctique canadien a révélé des fossiles montrant la transition évolutive des poissons aux amphibiens durant la période du Dévonien. Bien que de telles découvertes soient passionnantes, j'ai choisi de me spécialiser dans l'évolution des mammifères, un domaine souvent éclipsé par la fascination du public pour les dinosaures. Les mammifères, autrefois dominants durant la période permienne, ont survécu à une extinction massive en s'adaptant et en évoluant vers des sens accrus comme l'odorat et l'ouïe qui ont joué un rôle crucial dans le développement des cerveaux mammifères, y compris le nôtre. Mon emploi du temps académique rigoureux laissait peu de temps pour les relations pendant mes études universitaires. Bien que j'ai eu quelques petites amies régulières, la plupart des relations se sont terminées lorsque j'ai commencé mon programme de doctorat. Cependant, durant mes études doctorales, j'ai rencontré Sandra, une grande brune frappante aux yeux verts qui poursuivait un doctorat en ornithologie. Nous avons tissé des liens autour de notre passion commune pour la biologie et après 3 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés. Notre lune de miel était peu conventionnelle. Nous avons rejoint une expedition de paléontologie en Australie, passant de semaines à travailler avant de prendre de courtes vacances sur l'océan Indien. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil, Sandra a dit que nous formions une équipe parfaite. Je n'aurais pas pu être plus d'accord. Par la suite, Sandra a commencé à travailler en tant que spécialiste des oiseaux pour une organisation de protection de la faune, tandis que je me suis lancé dans l'enseignement et la direction d'expéditions de paléontologie à l'université. Mes recherches étaient centrées sur les fossiles de mammifères qui, bien que moins glamour que les dinosaures, fournissaient des informations cruciales sur l'histoire évolutive.
Le travail de Sandra nécessitait souvent de voyager vers des lieux éloignés pendant des semaines. Au début, la vie semblait idéale. Nous avons acheté une maison suffisamment grande pour une famille en pleine croissance. Cependant, les pressions financières et les carrières exigeantes ont commencé à mettre notre relation à l'épreuve. Lorsque nos filles Julie et Kelly sont nées, Sandra a choisi de rester à la maison avec elles. La combinaison d'un budget serré et d'une hypothèque élevée a conduit à des disputes fréquentes, me laissant de plus en plus frustré par la tension constante. Pendant cette période difficile, j'ai reçu une offre pour diriger le département de paléontologie d'une université dans le Midwest. Le poste s'est ouvert après le décès du professeur précédent, qui avait souffert d'une longue maladie. Bien que Sandra ait été hésitante à quitter la côte, le poste promettait une stabilité financière et une avancée de carrière. Après de nombreuses discussions, elle a accepté et nous avons vendu notre maison pour effectuer le déménagement. À 35 ans, je suis devenu le responsable du département de paléontologie, un conférencier respecté et un chercheur publié. Bien que cela ait semblé être une étape importante dans ma carrière, je comprenais que le véritable succès en sciences ne se mesurait pas par des titres, mais par des découvertes significatives et des contributions à la connaissance. Pour garantir la prospérité du département, je me suis concentré sur l'obtention de subventions et la création de partenariats, nous permettant de collaborer sur des expéditions majeures avec de plus grandes institutions. Localement, nous avons géré des découvertes fossiles provenant de projets de construction et d'exploitation minière, mais mon objectif ultime était d'établir notre département comme un acteur clé dans des efforts de recherche significatifs. Notre petite équipe de 10 membres, y compris de doctorants, a travaillé sans relâche pour battre une solide réputation. En collaborant avec des musées et des universités, nous avons obtenu des subventions qui ont soutenu notre recherche. Bien que nous manquions de ressources pour organiser des expéditions à grande échelle de manière indépendante, nos contributions à des projets plus larges ont fait une différence. 2 ans après mon déménagement dans le Midwest, un moment décisif a changé le cours de ma vie. Emily Jones, une philanthrope riche de Seattle, a exprimé son intérêt à financer et à faire du bénévolat avec notre département. Alors que les demandes de subventions étaient routinières, sa demande de participer activement à notre travail était inhabituelle. Intrigué, je l'ai contacté pour discuter de ses intérêts et l'ai invité à rendre visite. Lorsque j'ai rencontré Emily à l'aéroport, je me suis senti à la fois nerveux et intrigué. Elle prévoyait de passer une semaine à faire connaissance avec notre équipe et à explorer des moyens de soutenir nos efforts. En la conduisant à son hôtel et en la présentant ensuite au département, ma curiosité concernant ses motivations s'est approfondie. Son implication avait le potentiel de remodeler notre travail de manière que je n'avais pas anticipée. Mon objectif était de m'assurer que sa visite soit productive et de préparer le terrain pour une collaboration qui pourrait être transformative pour notre recherche. Lorsque l'avion a atterri, une vague d'inquiétude m'a envahi. Rencontrer Stephen pour la première fois me laissait incertain de ce à quoi m'attendre. Quand je l'ai aperçu attendant près de la zone de récupération des bagages, sa grande silhouette, ses cheveux bruns et ses yeux bleus perçants se sont immédiatement démarqués. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux et sa nature décontractée m'a rapidement mis à l'aise. Après m'avoir aidé à m'installer dans mon hôtel, Stephen a proposé de me faire visiter le département. Nous avons conduit jusqu'au campus, arrivant devant un charmant bâtiment en briques rouges qui abritait le programme de paléontologie. À l'intérieur, Stephen m'a présenté l'équipe. Parmi eux se trouvait Ken Aston, un professeur junior du Texas qui avait rejoint le département peu après que Stephen en soit devenu le responsable. J'ai également rencontré un professeur émérite semi-retraité, spécialisé dans l'assemblage de fossiles, qui collaborait toujours étroitement avec Stephen. Le reste de l'équipe comprenait Robert Wazaki, un jeune chercheur prometteur, Maria Gorge, une boursière postdoctorale de Floride, 2 doctorants, l'un du Maine, l'autre de Perth, en Australie, et 2 assistants de laboratoire. Tout le monde était accueillant, leur enthousiasme pour mon arrivée était palpable. Stephen a expliqué comment je pourrais contribuer. Vous allez assister Cathy, notre secrétaire, a-t-il précisé, ajoutant que j'étais le bienvenu pour proposer des idées d'amélioration des opérations. Après les présentations, Stephen m'a conduit à l'entrepôt du département. C'est ici que nous gardons les fossiles moins connus, dit-il en désignant des rangées de spécimens soigneusement catalogués. Seules les pièces les plus notables sont conservées dans le bâtiment principal. Les jours suivants furent un tourbillon d'installations. J'ai acheté une modeste Ford Focus, loué un petit appartement et rassemblé les essentiels pour que cela ressemble à un chez-moi. Dimanche soir, j'étais prêt à plonger dans ma nouvelle routine. Lundi a commencé par un ordre minutieux. Orientation dirigée par Stephen et le lendemain, je suis retourné à Seattle pour faire mes valises et régler les derniers détails. En triant mes affaires, des souvenirs de ma dernière relation ont refait surface. Bill Morton, un joueur de basketball professionnel de 13 ans mon cadet, était entré dans ma vie par hasard après un incident maladroit dans un centre commercial.
Nous avions tous du récemment mis fin à de relations et avions trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre. Mais lorsque sa carrière a décollé, nous nous sommes séparés d'un commun accord. Bien que nous soyons restés en bons termes, ces souvenirs suscitaient un mélange de nostalgie et de désir. De retour dans le Midwest, Stephen m'a retrouvé à l'aéroport une fois de plus, m'aidant avec mes bagages et m'exposant mon emploi du temps flexible. « Votre temps est à vous de gérer », a-t-il dit d'un ton encourageant, « prenez l'initiative là où vous le jugez nécessaire. » J'ai commencé à travailler 6 heures par jour, mais mes heures se sont rapidement allongées à 8 alors que je m'immergeais dans les activités du département. J'ai observé des cours et j'ai été impressionné par le talent de Stephen en tant qu'éducateur. Mes responsabilités comprenaient l'optimisation des processus d'achat, la renégociation des contrats et l'aide à Cathy pour organiser la logistique des voyages pour les expéditions. Stephen plaisantait souvent, « On dirait que vous vous êtes porté volontaire pour superviser votre propre argent de donation. » Son humour allégeait toujours l'ambiance avec le temps. J'ai appris à extraire des fossiles de la roche, un processus laborieux mais étrangement satisfaisant. J'ai progressivement ressenti que je faisais partie intégrante de l'équipe. Stephen a un jour mentionné que certains collègues étaient envieux de son assistant gratuit. Mais cela ne me dérangeait pas, mon travail m'apportait de l'épanouissement, même si je ne pouvais ignorer le vide laissé par l'absence d'amour dans ma vie. Sur la suggestion de Stephen, j'ai commencé à nager à la piscine du campus pendant la semaine et à la piscine de la ville le week-end. Il m'arrivait de voir Stephen là-bas avec sa famille. Sa femme Sandra était chaleureuse et joyeuse, avec des yeux verts saisissants et des cheveux blonds. Leur fille, débordante d'énergie, adorait l'eau et Stephen plaisantait souvent sur l'hypothèse de l'apnée aquatique en les regardant jouer. Bien que je trouvais de la joie dans mon travail, un sentiment persistant d'incomplétude demeurait. Les week-ends d'été me trouvaient souvent à rejoindre la famille de Stephen pour des barbecues dans le jardin. Sandra était toujours gracieuse et j'aimais jouer avec leur fille. Pourtant, ces moments suscitaient une douleur de tristesse, me rappelant la famille que je n'avais jamais eue. Finalement, j'ai cessé d'y assister, choisissant plutôt d'explorer la campagne ou de faire de l'équitation. À cette époque, j'ai fréquenté Frank, un ingénieur plus jeune que j'avais rencontré en ville. Bien que nous apprécions notre temps ensemble, sa décision de déménager en Californie pour être plus proche de ses enfants a mis fin à notre relation. Ils ont besoin de leur père à proximité, a-t-il expliqué, et j'ai respecté son choix. Pourtant, son départ m'a laissé seul, approfondissant mon désir d'une famille à moi. En réfléchissant à mon passé, je me suis souvenu que mon ancienne entreprise, United, avait une fondation caritative inactive déterminée à faire une différence. Je suis parti à Seattle et j'ai convaincu le PDG de faire un don au département de Stephen. Lorsque les contributions sont arrivées, Stephen a organisé un dîner de célébration le vendredi avant Noël. Le dîner, qui s'est tenu dans un restaurant chaleureux, était une affaire conviviale. Stephen, toujours l'hôte gracieux, m'a présenté à des collègues et à leurs partenaires. Alors que le champagne était servi, il s'est levé pour porter un toast. « Émilie, » a-t-il dit en levant son verre, « tu as ouvert une ère dorée pour ce département. Grâce à ta générosité. Nous pouvons enfin lancer notre première expédition indépendante. Collègues, votre rêve d'explorer des fossiles de mammifères en Mongolie est désormais à portée de main. » Merci, Emily. La salle a éclaté en applaudissements alors que je me levais pour répondre. « Merci à tous, dis-je, ma voix tremblante. Vous m'avez donné un nouveau sens à ma vie et un véritable sentiment d'appartenance. » Des larmes me montaient aux yeux et la gratitude dans la salle était écrasante. Stephen ajouta avec un sourire. « Émilie, nous serions honorés que tu te joignes à nous pour l'expédition. » À travers mes larmes, je souris et répondis, « Comptez sur moi, Stephen. Je ne le manquerai pour rien au monde. » Des rires et des acclamations remplissaient la salle alors que le dîner se poursuivait. Pour la première fois depuis des années, je me sentais profondément apprécié et partie intégrante de quelque chose de vraiment significatif. Émilie était extraordinaire. Grâce à ses efforts indéfectibles, notre département a obtenu les fonds nécessaires pour lancer sa toute première expédition indépendante. Bien que nous ayons complété ces contributions par des subventions supplémentaires, c'était la générosité personnelle d'Émilie et le financement qu'elle a facilité de son ancienne entreprise qui ont vraiment fait la différence. Mais Émilie était plus qu'une simple bienfaitrice. Elle est devenue une partie indispensable de notre équipe. Certains collègues enviaient ma chance d'avoir une bénévole aussi capable, mais nous avons tous reconnu et apprécié son dévouement. Elle s'est rapidement adaptée à son rôle, apportant des compétences et des idées inestimables à notre travail. Même ma femme Sandra et nos filles ont tissé des liens affectueux avec elle. Nous invitions fréquemment Émilie à partager nos repas chez nous. Elle a décliné plus souvent qu'à son tour et je ne comprenais pas pourquoi jusqu'à ce que Sandra propose une explication. Stephen, Émilie a tout, richesse, succès, mais elle est profondément seule parce qu'elle n'a pas d'enfant. Être entourée de notre famille lui rappelle ce vide.
L'observation de Sandra était humiliante et m'a aidé à comprendre pourquoi Émilie s'investissait si complètement dans la préparation de l'expédition en Mongolie, c'était sa façon de faire face. Après les vacances, j'ai voyagé avec Robert à Oulan-Bator pour finaliser les plans de l'expédition. Nous avons passé des jours en réunion avec des responsables de l'Académie scientifique de Mongolie, du service géologique et de divers ministères gouvernementaux, aidés par l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis. Finalement, nous avons obtenu les autorisations convenant de laisser toute découverte fossile significative aux autorités mongoles tout en conservant des spécimens de petits mammifères et d'oiseaux pour notre recherche. À notre retour, Émilie et Ken ont pris en charge les préparatifs logistiques. Ils ont volé en Mongolie en plein hiver pour organiser le transport, repérer des sites d'excavation et établir des relations avec les communautés locales. Malgré les conditions difficiles, Émilie a excellé, impressionnant même les habitants avec ses compétences en équitation. À son retour, elle a plaisanté « Qu'est-ce qui vient ensuite, l'Antarctique ?» Ken a ajouté que les bergers la prenaient pour l'une des leurs. Pour m'assurer que mon absence ne perturbe pas l'université, j'ai organisé la venue d'un professeur invité de Calgary, un expert en reptiles anciens, pour couvrir mes cours pendant l'expédition. Il a accepté avec empressement, ravi de l'occasion de travailler avec des fossiles issus de nos découvertes anticipées. Notre équipe d'expédition se composait d'un groupe diversifié de spécialistes, y compris des paléobotanistes, des experts en paléoarthropodes, des géophysiciens et des géologues. Sandra a décidé de se joindre à nous, prévoyant de mener des études ornithologiques dans le désert de Gobi tout en passant du temps avec nos jeunes filles. Elle et Émilie prenaient tour à tour soin des filles et l'enthousiasme d'Émilie faisait d'elle une favorite. Les filles l'adoraient, riant souvent alors qu'elle leur racontait des histoires ou les aidait à explorer le camp au fur et à mesure que la neige fondait. Nous avons monté le camp dans le luxuriant désert de Gobi, sun paysage transformé par le diesel, de chameaux, de moutons et de chevaux errant librement, pris en charge par de burgers que nous accueillons chaleureusement. Avec l'aide des locaux, nous avons établi des sites d'excavation, utilisant des jeeps pour transporter l'équipement et installant des tentes en laboratoire portable. Le rapport d'Émilie avec la communauté mongole s'est avéré inestimable, gagnant leur confiance et leur coopération. Notre travail s'est concentré sur des sites riches en fossiles, allant du Jurassique à la période tertiaire. Un site préservé dans des cendres volcaniques a révélé un aperçu étonnant de la vie ancienne. Nous avons découvert une incroyable variété de fossiles, de mammifères, d'oiseaux et de reptiles qui ont captivé à la fois les scientifiques et les passionnés. Les découvertes ornithologiques de Sandra ont même conduit à un article publié et à une offre d'emploi d'une autorité de réserve naturelle chez nous. Elle est rentrée aux États-Unis en septembre avec nos filles pour qu'elles puissent commencer l'école. Mais Émilie est restée avec l'équipe, déterminée à mener l'expédition à son terme. En novembre, nous avons conclu notre travail. Nous avons laissé les fossiles majeurs en Mongolie comme convenu, mais avons ramené une impressionnante collection de petits spécimens. Au cours des 15 années suivantes, ces découvertes alimenteraient des recherches et des publications révolutionnaires. Les contributions d'Émilie étaient essentielles, bien qu'elle minimisât toujours son rôle en disant « Je suis juste reconnaissante de faire partie de quelque chose de significatif. » Nous l'ataquinian sauvant sur son équitation, elle appellant un berger mongol, si que provoquait toujours de rires. Après être revenu sur le campus, je suis devenu obsédé par l'analyse de nos découvertes, sautant souvent des repas pour travailler dans le laboratoire. Un après-midi, je suis tombé sur Doug, un professeur d'ingénierie dans la cantine du campus. Doug traversait un divorce amer, mais semblait inhabituellement joyeux. « Tu as l'air plus heureux que je ne l'aurais pensé, » dis-je curieux. Il a souri. J'ai fait des tests ADN sur mes enfants, il s'avère qu'ils sont bien les miens après tout. C'est la seule bonne chose qui soit sortie de ce désastre. Je l'ai félicité, sincèrement heureux pour son soulagement. Puis, à ma surprise, il a suggéré quelque chose d'inattendu. « Tu devrais faire tester tes enfants, Stephen, » dit-il en griffonnant l'adresse d'un laboratoire. Sandra n'a pas besoin de le savoir et qui sait, tu pourrais être encore plus heureux que moi. En riant, j'ai rejeté l'idée, mais Doug a persisté, glissant la serviette dans ma poche. Réfléchis juste un instant. Il a dit en faisant un clin d'œil. Ce soir-là, j'ai presque oublié la conversation jusqu'à ce que je vide mes poches et que je voie la serviette froissée. Quelque chose à propos de sa suggestion est resté dans mon esprit. En tant que paléontologue, je n'étais pas étranger au pouvoir de l'analyse ADN. Cela avait révolutionné notre compréhension de l'évolution dans les migrations anciennes. Pourtant, l'appliquer à ma propre vie me paraissait étrangement personnel et troublant. Bien que je n'ai aucune raison de douter de la fidélité de Sandra, les mots de Doug ont semé une graine de curiosité. À la fin de la soirée, j'avais décidé de faire le test. Dimanche, pendant que Sandra était sortie, j'ai soigneusement collecté des échantillons de cheveux dans les brosses de ma fille. Le lendemain, j'ai visité le laboratoire, soumettant discrètement les échantillons avec les miens.
Les résultats seraient envoyés à mon bureau et j'avais prévu un dîner de célébration avec Sandra, ayant l'intention de partager la bonne nouvelle. Lorsque l'enveloppe est arrivée mercredi après-midi, j'étais dans le laboratoire avec Émilie, nettoyant des fossiles tout en discutant autour de sandwich. Émilie m'a confié que ce travail l'aidait à se sentir moins seule. C'est bien d'être ici. J'appréciais sa présence, qui était devenue une source de soutien silencieux. En ouvrant l'enveloppe, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les résultats m'ont frappé comme un coup. Aucune de mes filles n'était biologiquement la mienne. Pire, elles n'étaient même pas des sœurs de sang. Zut, ai-je murmuré, les mots s'échappant avant que je puisse les arrêter. Émilie a levé les yeux, alarmée. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Je lui ai tendu la lettre en silence. Son expression est passée de la surprise à la sympathie en lisant. Stephen, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolé. Nous avons été assis dans un lourd silence jusqu'à ce qu'Émilie demande doucement. Que vas-tu faire? Ma voix tremblait alors que je répondais, je vais divorcer. Emily a hesite. Es-tu sûr? Pourrais-tu trouver un autre moyen de gérer cela? J'ai secoué la tête. Si c'était une seule erreur, peut-être. Mais je ne peux plus lui faire confiance. Émilie a hoché la tête, le visage grave. Je comprends, dans ce moment de vulnérabilité. J'ai trouvé du réconfort dans son soutien silencieux. Bien que mon monde semblait s'effondrer, la présence d'Émilie me rappelait que je n'étais pas seul. J'avais déjà mentionné comment la solitude m'avait amené à réfléchir à ma vie sans enfant. La famille de Stephen a éveillé mes instincts maternels pour la première fois. Jouer avec ses filles a réveillé quelque chose de profond en moi, un désir d'être maman. Ma brève relation avec Frank a ajouté à cette prise de conscience. Le fait de le voir prioriser ses enfants par rapport à tout le reste m'a douloureusement fait prendre conscience de ce qui me manquait. Quand il est parti pour être plus proche d'eux, cela a renforcé la réalité que j'avais abandonné l'idée d'avoir ma propre famille. Garder les filles de Stephen pendant l'expédition en Mongolie n'a fait qu'intensifier ce désir. À cette époque, un collègue a mentionné un nouveau test sanguin pour détecter les syndromes de Down et d'Edouard chez les femmes enceintes de plus de 35 ans, avec une précision de 99%. C'était une avancée qui montrait comment la science moderne avait rendu la grossesse pour les femmes plus âgées beaucoup moins intimidante. Cela a planté l'idée qu'il n'était pas trop tard pour moi. Mais je ne voulais pas d'une famille sans père. J'ai rejeté des idées comme l'utilisation d'une banque de sperme ou avoir une aventure d'un soir, car je crois que les enfants méritent de connaître leur père. Malgré les ressources pour élever des enfants en tant que mère célibataire, j'étais convaincu qu'une structure familiale traditionnelle était meilleure pour le développement d'un enfant. La situation de Stephen a suscité une idée étrange que je ne pouvais ignorer, la chaleur dans son comportement envers moi et le respect qu'il avait montré. J'ai décidé que c'était maintenant ou jamais d'agir sur mes sentiments grandissants. Un après-midi, je me suis assise à côté de lui, plaçant ma main sur la sienne en signe de soutien. J'ai commencé à lui demander prudemment « Quel est ton plan pour les filles? Vas-tu leur dire que tu n'es pas leur père biologique ?» Il a immédiatement secoué la tête. Non, ils sont trop jeunes. Ils me voient comme leur vrai père et même. Leur dire maintenant les dévasterait. Peut-être quand ils seront plus vieux, vers 16 ans, je leur dirai « À cet âge, ils seront capables de mieux comprendre la situation. » S'ils avaient été plus jeunes, j'aurais peut-être parti, mais maintenant notre lien est trop fort. Tu es leur vrai père, Stephen. Je l'ai rassuré. Il a hoché la tête. Sa voix était douce et émotive. J'ai passé des années à les élever. Ce sont mes filles à tous les égards qui comptent. Mais je ne peux pas rester avec Sandra. Je préfère vivre dans un appartement plus petit avec moins d'argent que de rester dans la même maison qu'un menteur. C'était ma chance. Lentement, j'ai guidé la conversation. Que se serait-il passé si tu avais découvert l'infidélité de Sandra des années plus tard? L'aurais-tu pardonné si les filles étaient biologiquement les tiennes? Il a réfléchi un moment. C'est difficile à dire. Peut-être qu'il y aurait une petite chance. 25% au maximum. J'aurais peut-être essayé une thérapie si un juge l'avait demandé. Mais le pardon ne viendrait pas facilement. Sandra devrait prouver qu'elle pouvait changer. Et même dans ce cas, le divorce serait toujours probable. J'ai insisté davantage, voulant comprendre son point de vue. Être le père biologique est-il une partie si cruciale de la façon dont tu vois la famille? Cela aurait-il fait une différence? Stephen semblait se détendre, passant en mode professeur en expliquant. Si les filles étaient biologiquement les miennes, la réconciliation aurait pu être possible. Mais maintenant, chaque fois que je vois Sandra, je me souviendrai de sa trahison. Cela empoisonnerait tout. Le divorce est la meilleure option. Il parlait avec une résolution calme, évitant des mots durs sur Sandra, ce qui me rassurait que j'étais sur la bonne voie. J'ai fait un autre pas en avant. Avoir ses propres enfants semble important pour toi. Avec la science moderne, tu pourrais toujours avoir des enfants biologiques. As-tu un plan pour cela?
Il a soupiré. Sun Tun Etate resign. Les chances ne sont pas grandes. Après avoir payé la pension alimentaire et la prestation compensatoire, il me restera peu. Trouver une femme plus jeune qui veut des enfants avec moi malgré mes revenus? C'est peu probable. Il est plus probable que je finisse avec une mère divorcée ou une veuve. Être beau-père pourrait être la chose la plus proche que je puisse vivre. La pièce tomba silencieuse un instant avant que Steven ne reprenne la parole. Sa voix était réfléchie. J'ai envisagé de poursuivre les pères biologiques pour obtenir une pension alimentaire ou une compensation. Légalement, c'est possible avec des preuves ADN, mais cela impliquerait d'engager un enquêteur, ce qui est coûteux, et Sandra ne me donnera pas leur nom. De plus, cela pourrait perturber la vie des filles si les pères biologiques voulaient s'impliquer. Il marqua une pause, son regard lointain. En fin de compte, je suis un réaliste. La probabilité de faire confiance à une autre femme suffisamment pour recommencer est mince. Mon avenir pourrait bien être celui de beau-père. Steven abandonna son idée précédente avec un soupir résigné. Et j'avais l'impression de perdre ma chance de réaliser mon rêve d'avoir des enfants avec lui en tant que père. Déterminé à réessayer, je formulai soigneusement ma question. Que penserais-tu si quelqu'un te proposait la chance d'avoir tes propres enfants biologiques? Il répondit sans trop réfléchir. C'est un événement à faible probabilité pour moi. Réalisant qu'il n'avait pas compris mon sens, je reformulai. Que dirais-tu si une femme te promettait des enfants biologiques et la chance d'être leur père? Sa mâchoire tomba alors que la réalisation le frappait, mais avant qu'il ne puisse répondre, je continuai. Et tu pourrais toujours rester père de tes filles. Je pouvais voir sa perception de moi changer. Gagnant en confiance, je poursuivis. Steven, je suis une femme pratique et je prends mon engagement au sérieux. C'est une offre honnête. Steven, toujours le scientifique, venait de décrire la faible probabilité mathématique de devenir père biologique. Maintenant, je lui présentais une opportunité surprenante. Il hésita puis sourit faiblement. « Émilie, tu es gentille, commença-t-il. » Mais l'embarras l'arrêta. Je l'encourageai avec un sourire. « Tu as dit que tes chances étaient faibles. Je propose de changer cela. Bien sûr, tu devras d'abord confirmer ta fertilité et nous pourrons vérifier tout cela avec un test ADN plus tard. » Nous partageâmes un rire discret et je pouvais voir son humeur s'améliorer. « D'accord, dit-il prudemment. Tu as mon attention. Disons que c'est 50. 50 maintenant. Convince-moi. Je me suis penché en avant avec un sourire confiant. Je sais que je vais y arriver. Tu me respectes en tant qu'ami et j'ai vu à quel point tu m'apprécies en tant que femme. Il a ri, se détendant. J'ai promis la fidélité, pas la cécité. C'était Sandra qui avait oublié cela. Nous avons re-et-j sisai allocation pour proposer mes conditions. Si ton test de fertilité est positif, je te suggère que nous nous marions. Nous creerons un contrat que nous protéger tout les deux. Si nous divorçons, je ne demanderai pas de pension alimentaire et tu auras toujours accès à nos enfants. Mais je ne veux pas divorcer. Je veux une famille avec toi. Steven était abasourdi et en silence, alors j'ai adouci mon ton. Steven, je ne prévois pas de divorce. Je veux un véritable partenariat et je sais que tu seras un père incroyable. Il a hésité, exprimant une préoccupation que j'avais anticipée. Émilie, tu es riche et je ne suis qu'une académique. Si cela échoue, je me retrouverai en difficulté financière. J'ai répondu doucement. Steven, si tu devais trouver quelqu'un de nouveau, le même déséquilibre financier pourrait exister. Pense à cela de cette façon. De nombreux aristocrates ont épousé des heiresses riches dans le passé. Ce n'est pas différent. Il a hoché la tête intrigué, alors que je continuais. Tu es un scientifique accompli. Je suis juste la version moderne de ces heiresses du 19e siècle. Nous ne sommes pas des concurrents. J'ai ajouté une dernière assurance. Même dans le pire des cas, tu ne serais pas laissé dans la pauvreté. Tu ferais toujours partie de la vie de tes enfants. Mais Steven, je ne vois pas cela se produire. Je veux une famille avec toi. Après une pause, il m'a regardé avec sincérité. D'accord, Émilie. Je vais organiser le test de fertilité. J'ai souri, soulagé, mais j'ai demandé « Quel est ton plan avec Sandra ?» Je vais la confronter et déménager. A-t-il dit fermement. Ne te précipite pas, ai-je conseillé. Prends quelques jours pour agir normalement. Fais d'abord le test et ensuite nous réglerons les choses. Une fois que tu es prêt, je t'aiderai à trouver un bon avocat. Steven a hoché la tête lentement, considérant mon conseil. D'accord, a-t-il accepté. J'ai continué. Quand tu la confrontes, ne me mentionne pas. Dis-lui juste que tu ne peux plus vivre avec un traître. C'est suffisant pour l'instant. Plus tard, tu pourras lui montrer les résultats du test ADN et tout expliquer aux filles quand elles seront plus grandes.
Steven hocha de nouveau la tête. Oui, Emily. Je leur dirai quand elles seront assez grandes pour comprendre. J'ai souri, me sentant optimiste pour la première fois depuis des années. Tu prends la bonne décision, Steven. Nous avons terminé la conversation sur un ton plus léger. Je pense que je t'ai fait une assez bonne offre, plaisantai-je. Après tout, je suis femme d'affaires. Il a ri, se détendant enfin. D'accord, Emily. Je vais jouer le professeur surmené encore quelques jours. C'est une bonne couverture. Son accord m'a rassuré. Alors que nous nous levions, nous nous sommes étreints brièvement. Pas de baiser car cela semblait trop tôt. J'ai doucement touché son bras, puis je suis parti, pleine d'espoir pour ce qui m'attendait. Steven est resté en arrière, perdu dans ses pensées, avant de finalement rentrer chez lui, prêt à faire les premiers pas vers un nouveau chapitre de sa vie. J'étais dans un état second après le départ d'Emily. C'était à la fois le pire et le jour le plus bizarre de ma vie. Ce jour-là, j'ai appris que mes 2 filles étaient le résultat de l'infidélité de Sandra, chacune ayant un père biologique différent. Elle n'était pas seulement infidèle, elle était une tricheuse en série. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était une trahison catastrophique. Je me sentais trahi, confus et profondément triste. Mais au milieu de ce tumulte, les offres surprenantes d'Emily se démarquaient. Le même jour, j'ai découvert que je n'étais pas le père biologique de ma fille, et Emily, une belle collègue mature, a proposé d'avoir des enfants avec moi. Si j'avais été un mari ordinaire avec un emploi typique, l'idée d'une telle opportunité aurait été inconcevable. Si j'avais ouvert les résultats ADN seul, je ne les aurais partagés qu'avec mon avocat et Sandra. Pourtant, dans mon état de vulnérabilité, je les ai montrés à Emily et elle a saisi l'occasion, me persuadant de considérer son offre. Son timing ne pouvait pas être meilleur et j'ai réalisé que cela pourrait être ma dernière vraie chance d'être un père biologique. Même si notre mariage se terminait après la naissance de 2 enfants, j'aurais toujours la famille que je désirais. Emily, toujours la femme d'affaires pragmatique, a présenté un argument convaincant. Cet après-midi-là, tout s'est parfaitement aligné pour sa proposition. La seule incertitude était ma fertilité. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en jouant le rôle du scientifique épuisé. J'ai regardé mes filles avec une profonde tristesse, réfléchissant à ce que la trahison de Sandra m'avait coûté. Sans l'offre d'Emily, j'aurais confronté Sandra ce soir-là après que les filles se soient couchées. Sandra ne soupçonnait rien. Elle supposait que mon épuisement était normal après l'exigeante expédition en Mongolie. J'ai fait semblant de m'endormir rapidement, mais alors qu'elle s'endormait, je restais éveillé, les larmes aux yeux, contemplant mes prochaines étapes. Le lendemain matin, Emily m'a remis les coordonnées d'un andrologue réputé. J'ai programmé un test de fertilité le même jour et j'ai reçu les résultats cet après-midi-là. Le test a confirmé ma fertilité, mon nombre de spermatozoïdes et ma mobilité étaient excellents. Cette révélation a approfondi mon sentiment de trahison. Sandra ne pouvait pas blâmer l'infertilité pour ses actions. J'ai immédiatement appelé Emily pour partager la bonne nouvelle. Elle s'était déjà préparée pour mes prochaines étapes en fournissant les coordonnées de 2 avocats spécialisés en divorce. Je recommande l'avocate femme, a-t-elle dit. Elle est connue pour être une requin. Emily a même proposé de couvrir les frais juridiques. Le lendemain, j'ai rencontré Kate Anderson, l'avocate suggérée par Emily. J'ai présenté les résultats de l'ADN et expliqué ma décision de divorcer. Je sais que je devrais payer une pension alimentaire, ai-je dit, mais je ne vois pas d'autre option. Kate a accepté de me représenter en décrivant les implications financières. Sandra garderait la maison jusqu'à ce que nos filles aient 18 ans, après quoi elle pourrait être vendue et partagée également. En attendant, je couvrirai la moitié des frais de logement et paierai 3 ans de pension alimentaire. Cette semaine-là, j'ai maintenu la façade d'un universitaire occupé, me concentrant sur le travail et évitant la proximité avec Sandra. Dimanche, j'ai organisé une sortie familiale dans un parc d'attractions, un adieu doux amer à la vie que je laissais derrière moi. Jeudi, j'ai pris un jour de congé pour faire mes valises. J'ai chargé ma voiture et j'ai attendu que Sandra et les filles reviennent de son travail au bureau local de protection de la faune. Elles sont arrivées tard dans l'après-midi. Sandra a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a rien dit pendant que les enfants allaient dans leur chambre avant le dîner. Restée seule dans le salon, Sandra a demandé à Stephen ce qui se passait. Tu es distant. Je lui ai remis les résultats ADN sans un mot. Elle les a lus en silence, puis s'est assise, les larmes coulant sur son visage. Au lieu de proposer des excuses clichés, elle a parlé avec précaution. « Stephen, je vois que tu as fait tes valises. Tu divorces de moi. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'ai pas trompé depuis que nous sommes ici. Avant ? Oui, je n'étais pas fidèle. Mais depuis, j'ai été honnête. Je l'ai interrompu doucement. Nous en parlerons après que les enfants soient au lit. » Sandra a essuyé ses larmes et a hoché la tête. « Tu as raison, a-t-elle dit doucement.
Nous avons essayé d'agir normalement pendant le dîner, mais nos filles semblaient sentir que quelque chose n'allait pas. Elles ont demandé si tout allait bien, et nous les avons rassurées. Une fois qu'elles étaient au lit, Sandra et moi nous sommes fait face dans la chambre pour l'inévitable confrontation. Sandra, déjà en larmes, a pris la parole en premier. J'ai pensé à ça toute la journée. Je sais que tu as décidé de divorcer de moi. Je l'ai interrompu. Sandra, je me fiche de savoir pourquoi tu as trompé. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qui sont les pères biologiques. Elle s'est raidie. Ils ont des familles maintenant, Stephen. Je ne leur ai jamais parlé des filles et je ne veux pas que tu les traînes au tribunal. Tu es leur vrai père. La colère a surgi en moi. Un père menteur et infidèle? Et je suis censé payer pour tes trahisons? Sandra a élevé la voix. Tu es leur papa, Stephen. Si tu poursuis ces hommes, tu ruineras leur mariage et ils voudront s'impliquer dans la vie des filles. Veux-tu cela? Elles ont juste besoin de toi en tant que père. J'avais anticipé sa réponse. Que se passe-t-il si je leur dis la vérité quand elles auront 18 ans? Elles méritent de savoir. Le ton de Sandra s'est adouci. D'accord. Quand elles auront 18 ans, je te dirai qui sont les pères biologiques, mais d'ici là, ni toi ni elles ne le sauront. Pour l'instant, ils n'ont besoin que de toi. Ces mots semblaient vides. Puis-je faire confiance à la promesse d'un trompeur? Demandaie amrement. Les larmes de Sandra coulaient librement. Je t'ai trahi de la pire des manières, admit-elle. Je pensais pouvoir garder ça secret pour toujours. Mais Stephen, je t'aime et tu es le seul père que mes filles connaissent. Je secouai la tête. Je ne te crois pas. Les trompeurs ne changent pas. Sa voix se brisa alors qu'elle plaidait. Peut-être que je suis une trompeuse, mais je veux bien faire par mes filles. Elles ont besoin de toi dans leur vie, même après le divorce. Je l'arrêtai. Sandra se calma. Je serai toujours leur père. Mais je quitte cette maison ce soir. Je reviendrai plus tard pour le reste de mes affaires. Bonne chance. Avant de partir, j'ajoutai, embrasse mes filles pour moi demain. En sortant, Sandra pleurait encore. Je n'éprouvais aucune sympathie pour elle, mais sa détermination à me garder lié aux filles me surprenait. Je m'attendais à ce qu'elle essaie de rompre ce lien. Mais j'avais tort. L'offre d'Émilie me donna la clarté et la confiance nécessaires pour gérer la situation calmement. Sandra n'avait d'autre choix que d'accepter son nouveau rôle de mère divorcée. Cette nuit-là, je déménageai dans mon nouvel appartement et appelai Émilie. Elle me rassura en disant que nous parlerions tous les jours, mais accepta que nous devions garder notre connexion privée pendant un certain temps. Annonce ton divorce à tes collègues lundi, conseilla-t-elle. Les semaines suivantes furent solitaires. Les appels d'Émilie étaient ma bouée de sauvetage. Au travail, nous gardions les choses professionnelles, échangeant seulement de brefs regards. Après l'audience au tribunal, Sandra m'informa que le divorce avait été approuvé, mais qu'il nous fallait assister à 3 séances avec un psychologue pour enfants avant qu'il puisse être finalisé. Les séances furent étonnamment productives. Le psychologue loua nos efforts pour prioriser le bien-être des filles. Le seul objectif de Sandra était de s'assurer que je restais dans leur vie, ce qui était en accord avec mes propres objectifs. Le processus de divorce se termina en moins de 3 mois. J'étais libre. Bien que je payais une pension alimentaire, 3 ans de prestations alimentaires et que j'avais la garde un week-end sur 2. Émilie et moi avons célébré avec un dîner au restaurant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je lui ai remis une bague et lui ai demandé de m'épouser. C'était poétique puisque c'est Émilie qui avait initié tout ce parcours. Elle a ri joyeusement. Oui, oui et oui. Puis, avec un sourire mystérieux, elle a ajouté que j'aurais bientôt une autre réponse pour ma bague. Nous avons partagé un baiser passionné marquant le début d'un nouveau chapitre. Cette nuit-là, Émilie a mis fin à ma solitude et nous avons découvert que nous étions parfaitement compatibles à tous points de vue. Quelques jours plus tard, j'ai emménagé chez elle. Émilie a commencé à chercher une maison qui convenait à notre vie ensemble. Elle voulait un foyer avec une piscine couverte, un court de tennis et suffisamment d'espace pour une famille. Nous avons finalement trouvé une belle propriété spacieuse et engagé un petit personnel pour la gérer, en faisant un espace confortable et pratique pour notre avenir. Nous avons choisi un mariage discret chez le juge de paix. Émilie n'a pas invité sa famille éloignée, mais j'ai invité mes parents, la famille de mon frère et nos collègues, y compris Doug. Tout le monde a été compréhensif, sachant que mon précédent mariage s'était terminé à cause d'une infidélité. Comme le rôle d'Émilie à l'université avait été celui de bénévole, notre mariage n'a causé aucune complication au travail. Nous avons fait la transition sans heurts vers la vie de mari et femme, poursuivant notre parcours professionnel et personnel ensemble. Tout semblait en harmonie et pour la première fois depuis des années, ma vie semblait complète. Notre mariage et notre réception étaient modestes mais magnifiques. Une entreprise de traiteurs s'est occupée de tout et j'ai couvert les coûts.
Les invités comprenaient les parents de Stevens, la famille de son frère, Doug avec sa nouvelle petite amie et plusieurs de nos collègues. Cathy Jones du département de Stevens était ma demoiselle d'honneur tandis que Doug était le témoin. La cérémonie a eu lieu au bureau du juge de paix, suivie d'une réception dans notre nouvelle maison, où les traiteurs avaient tout parfaitement arrangé. Nous avons dansé tard dans la nuit pour célébrer notre nouvelle vie ensemble. Le lendemain matin, nous avons embarqué dans un avion pour notre lune de miel. Lors du vol vers l'île Maurice, Stephen et moi avons réfléchi au parcours qui nous avait réunis. Bien que mes parents et mes frères et sœurs n'aient pas assisté au mariage, je leur ai envoyé quelques photos après notre retour. À ma surprise, ils ont répondu par un message bref mais de félicitations. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était un début. Je pensais qu'à 39 ans, il y avait peut-être encore du temps pour reconstruire ces relations. À l'île Maurice, nous avons profité des plages immaculées tout en commençant un nouveau chapitre ensemble en essayant d'avoir un bébé. En souriant, j'ai dit à Stephen, « Cette lune de miel est ma véritable réponse à ta bague. » À notre retour à la maison, j'ai découvert que j'étais enceinte. Des tests sanguins ont confirmé que le bébé était en bonne santé et la naissance de notre fille Rebecca a apporté une immense joie dans nos vies. Stephen était ravi. « Je n'arrive pas à croire que j'ai autant de chance, » disait-il souvent, rayonnant de fierté. Devenir mère à 40 ans était un défi, surtout que de nombreuses femmes de mon âge devenaient grand-mères. J'ai dit à Stephen, « Tu as perdu ta bénévole préférée pour l'instant. Je suis pleinement engagé à être maman. Prendre soin de Rebecca est devenu ma priorité et bien que notre personnel, Carmen et Judwiga, m'aidaient, j'aimais l'allaiter et la choyer. J'ai fait un peu de travail pour le département de Stephen depuis chez moi, mais Rebecca était ma priorité. 18 mois plus tard, notre fils Harry est né. Les tests sanguins ont montré qu'il était en bonne santé et notre bonheur était complet. Nous avons décidé de ne pas avoir d'autres enfants, sachant qu'une autre grossesse serait risquée. Pour célébrer, j'ai surpris Stephen avec un test ADN comme cadeau d'anniversaire. Considère-le comme un remplacement pour la Ferrari que je ne t'ai pas achetée. Ai-je plaisanté, et il a ri. Oublie la Ferrari. C'est le meilleur cadeau que je puisse demander. Les résultats ont confirmé qu'il était le père biologique de Rebecca et Harry, renforçant encore sa joie. Ces enfants sont la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, disait-il souvent. J'ai également embrassé le rôle de belle-mère des filles aînées de Stephen, un rôle pour lequel je m'étais préparé lors de l'expédition en Mongolie. Les filles adoraient passer du temps chez nous, surtout à profiter de la piscine et du cours de tennis avec leurs frères et sœurs plus jeunes. Lorsque je rendais visite à la maison de Sandra, nos interactions étaient polies mais distantes. Je savais qu'elle enviait le succès de notre mariage, mais respectait le bonheur que nous avions construit. Stephen m'a dit que Sandra avait promis de révéler les noms des pères biologiques lorsque ses filles auraient 18 ans. Il a mentionné qu'il pourrait envisager des poursuites judiciaires pour obtenir une compensation, mais je l'ai rassuré en lui disant que nous avons suffisamment pour les 4 enfants. Fais ce qui te semble juste. Yeteshu Tindre. En grandissant, Stephen et moi nous sommes concentrés sur l'éducation de nos enfants et sur le fait de nourrir notre amour l'un pour l'autre. J'ai abandonné l'équitation lorsque je suis tombé enceinte de Rebecca, disant à Stephen que je ne pouvais pas risquer un accident. Les enfants méritent une maman en bonne santé. Mes instincts maternels s'étendaient aux filles de Stephen et j'ai trouvé un épanouissement dans mon rôle de mère et d'épouse. Ma carrière avait pris fin, mais ma fortune et ma famille m'apportaient toute la joie dont j'avais besoin. Pour approfondir mon implication dans le travail de Stephen, je me suis inscrite à son université pour poursuivre un diplôme de licence en biologie, en me concentrant sur la paléontologie. Étudier tout en élevant des enfants était exigeant, mais avec le soutien de Stephen, j'ai obtenu mon diplôme et je suis devenue plus précieuse dans mon rôle de bénévole. En secret, j'ai également fait campagne parmi les étudiants pour que Stephen remporte le prix du meilleur enseignant de l'université. Lorsqu'il l'a reçu, j'étais submergé de fierté. Lorsqu'Harry a eu 2 ans, j'ai envoyé des photos de nos enfants à mes parents. Ils ont répondu par une invitation à rendre visite et nous nous sommes réconciliés lors de ce voyage. Les petits-enfants étaient le pont dont nous avions besoin. Mes parents adoraient Stephen et bien que je ne sois pas devenu leur enfant préféré, notre relation s'est considérablement améliorée. En repensant à tout cela, je sais que cocher oui sur la demande de subvention de Stephen a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela a conduit à notre famille, une source constante de joie et de rire. Stephen dit souvent, « Emily, tu m'as donné le plus grand défi de ma vie quand j'étais à mon plus bas, et cela s'est transformé en le plus grand bonheur que j'ai jamais connu. » Un jour, je suis tombé sur un site web pour les maris trahis partageant leurs histoires. Le site était strictement dédié aux mauvaises expériences de rendez-vous avec des contributeurs. Je l'ai montré à Stephen et nous avons ri des similitudes troublantes avec notre propre parcours. Nous avons parcouru tant de chemins, dis-je en souriant. Stephen m'a embrassé et j'ai su que nous avions construit un avenir qui valait la peine d'être chéri.
Une enquête a montré que les enfants nés de parents plus âgés, tant qu'ils étaient exempts de problèmes chromosomiques ou génétiques, avaient souvent des QI plus élevés que ceux des mères plus jeunes. Les avancées dans les tests sanguins prénataux avaient facilité la détection de tels syndromes tôt dans la grossesse. Quand Harry est né, j'ai partagé ses résultats avec Emily. Sun expression ebahai a reveal essay surprise, mais ella rapidement répondu, Stephen, JENAI rain Purdue and devenant maman à CETH. Si ces études sont correctes, alors nous sommes incroyablement chanceux. J'ai répondu que ces résultats étaient basés sur des probabilités, pas des garanties. Un QI moyen plus élevé ne signifie pas que chaque enfant en atteindra un. Ce qui compte tout autant, c'est un mode de vie nourrissant et une bonne nutrition pour soutenir leur croissance. Emily a souri avec confiance. C'est ma responsabilité et je sais que nous pouvons fournir cela. Ne t'inquiète pas, nous gérons ça. Nous avons ri et je me suis senti profondément reconnaissant. J'avais 2 merveilleux enfants biologiques, Rebecca et Harry, tout en continuant à aimer profondément mes filles aînées. Elles venaient tous les 2 week-ends et aimaient jouer avec leurs frères et sœurs plus jeunes, surtout nager dans notre piscine. Emily a embrassé son rôle de mère et de belle-mère, et je n'aurais pas pu être plus heureux. Mes interactions avec Sandra sont restées polies mais distantes. Soit Emily, soit moi aliens churcher les filles, Sandra moi parlions rarement au-delà de salutations banales. Les filles n'ont jamais mentionné un nouvel homme dans sa vie, mais je soupçonnais qu'elle avait des relations occasionnelles. Bien que Sandra n'ait présenté personne de sérieux, je sentais qu'elle enviait mon mariage réussi avec Emily. 4 ans après mon divorce, je travaillais dans mon bureau lorsque j'ai reçu un appel d'un homme nommé Patrick Wilson. Il a demandé à me rencontrer cet après-midi-là en expliquant que cela ne prendrait pas longtemps. À 17h, il est arrivé et s'est présenté. Patrick est allé droit au but. Je suis divorcé avec 2 filles, comme vous. Je sais que vous vous êtes remarié et j'envisage quelque chose de similaire avec votre ex-femme. Surpris, j'ai demandé des précisions. Vous prévoyez quelque chose de sérieux avec Sandra? Il a hoché la tête mais a ajouté. Pas encore. Je voulais d'abord vous rencontrer. En tant que père, je pense qu'il est important de vous rassurer que je suis un homme décent. Sandra a mentionné que vous êtes un super papa et que votre divorce a été amiable. Je ne veux pas perturber votre relation avec vos filles. J'apprécie votre honnêteté. Donc, vous sortez juste ensemble et vous n'avez pas encore rencontré mes filles? Il a confirmé cela et a partagé que Sandra parlait de moi en termes élogieux, louant ma parentalité et mon remariage. Mais mon esprit tournait. Elle cache encore la vérité. Patrick n'avait aucune idée que mes filles aînées étaient le résultat de 2 aventures séparées. Incapable de me retenir, j'ai lâché. Patrick, je ne suis pas leur père biologique. Des tests ADN l'ont prouvé. Pire, chaque fille a un père différent. C'est pourquoi nous avons divorcé. Patrick avait l'air stupéfait. Je vois, murmura-t-il. J'ai continué. Donc, vous savez que mes plus jeunes enfants sont biologiquement les miens. Patrick a rapidement mis fin à la conversation en offrant des éloges polis sur la façon dont j'avais géré la situation avant de partir. Visiblement ébranlé. 3 ans plus tard, je suis tombé sur Patrick à l'aéroport. Je prenais un vol pour Atlanta et il se dirigeait vers New York avec sa femme enceinte et son fils de 5 ans. Après l'enregistrement, nous avons eu une brève conversation. Patrick a partagé que sa 2e femme avait quitté son premier mari en raison d'infidélité. Il a admis qu'après avoir rencontré Sandra, il avait effectué des tests ADN sur ses filles, confirmant qu'elles étaient biologiquement les siennes. Il prévoyait de faire de même pour son enfant à naître, affirmant que Sandra n'était qu'une aventure passagère. Une fois que j'ai appris son histoire, je ne pouvais pas envisager de marier une infidèle en série. Pendant le vol, je réfléchissais à cette rencontre. Ma révélation involontaire avait donné à Sandra une seconde chance au mariage. Elle était maintenant seule tandis que je vivais heureux avec Emily, Rebecca, Harry et mes filles aînées qui m'adoraient encore. En tant que scientifique, je pensais à la façon dont les tests ADN avaient transformé la dynamique familiale. Le vieux principe romain selon lequel la mère est toujours certaine était désormais renversé. Aujourd'hui, la paternité pouvait être prouvée de manière définitive, redéfinissant le droit de la famille. Dans certains États, les pères biologiques pouvaient être tenus responsables de la pension alimentaire si la paternité était déterminée suffisamment tôt. Sandra avait promis de révéler les noms des pères biologiques lorsque nos filles auraient 18 ans. Je n'avais toujours pas décidé si je poursuivrais une compensation car cela signifierait dire la vérité à mes filles. J'étais plutôt enclin à garder le secret, sachant que j'avais encore 4 ans pour décider. Assis dans l'avion, je pensais à Emily, à nos enfants et à la vie que nous avions construite ensemble. Mon cœur était plein de gratitude pour la façon dont les choses s'étaient déroulées. Malgré les défis et les trahisons, j'avais trouvé l'amour, la famille et le bonheur de manière que je n'avais jamais imaginé.